Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au nom du service IPROM, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre nouveau cycle de conférences Jeudi Santé. Après plusieurs conférences en visio durant l'année 2020 et 2021, nous pouvons enfin nous réunir en présentiel et vivre ensemble cette conférence, et aujourd'hui pour le thème « Vivre avec ses douleurs chroniques ». Ceux qui en sont atteints savent qu'ils influent sur leur qualité de vie et sur leur bien-être. Leur souffrance physique est parfois difficile à supporter, mais c'est aussi parfois l'énergie, l'estime de soi et la relation avec les autres qui peut fortement être impactée. Quelle prise en charge y apporter ? Comment faire en sorte de ne pas laisser la douleur dicter l'ensemble de la vie ? Peut-on la prévenir ? Est-il possible de l'apprivoiser pour mieux vivre le quotidien ? Pour aborder ce sujet, aussi important que délicat, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Vincent Bonhomme, chef du service département d'anesthésie et de réanimation du CHU de Liège. Pour illustrer ses propos, nous avons souhaité mettre en évidence toutes les associations de patients œuvrant pour le bien-être au sein même du parcours des soins. Cette conférence est d'ailleurs organisée en partenariat avec la Ligue des usagers des services de santé, représentée ici par M. Léon Doebelstein, de l'association Claire, qui viendra en seconde partie de la conférence et que nous remercions d'avance pour le partage de son expérience. Nous tenons également à remercier le personnel de la Haute École Campus 2000 de la province de Liège qui a accepté de nous accueillir dans ses locaux pour que nous vivions cette conférence dans un espace agréable et en toute sécurité. Cette conférence est filmée et elle sera rediffusée dès demain sur la Web TV chaîne provinciale YouTube. N'hésitez donc pas à faire passer l'information autour de vous. Je vous rappellerai les conditions Covid actuelles, c'est-à-dire le port du masque. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je passe la parole au professeur Bonhomme. Merci à vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'une part parce que ça rentre dans ma pratique médicale et d'autre part parce que ça concerne un très grand nombre de gens. Et c'est un phénomène qui est, ma foi, mal connu. Et à mon sens, on n'en parle pas assez. Et donc toutes les occasions sont bonnes pour en parler et pour progresser dans la prise en charge de ce problème épineux, on va dire. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'être là ce soir. Je vais, au cours de cet exposé, solliciter votre participation. Je vais à différents moments vous poser quelques petites questions, rien de bien méchant, rassurez-vous. J'utilise le système WooClap qui permet de faire des sondages en direct. Alors voici la première question que je voudrais vous poser. Souffrez-vous ou avez-vous souffert de douleurs invalidantes présentes quotidiennement et difficiles à contrôler ? Oui, non. Ou non, mais je connais quelqu'un dans mon entourage dont c'est le cas. Donc on voit quand même que entre 40 et 50% des personnes répondent oui et 33% connaissent quelqu'un dans leur entourage qui souffre de ce genre de problème. Deuxième question, selon vous, une douleur chronique trouve toujours une cause médicale pour laquelle on peut trouver une solution définitive et curative, n'est le plus souvent que psychologique ou aucune de ces propositions? Bien, 100%, aucune de ces propositions. Selon vous, une douleur chronique n'impacte que peu la qualité de vie des gens qui en souffrent, peut conduire à de l'isolement social, à la perte de son emploi, à de la dépression, à des troubles du sommeil. 100% pour la deuxième réponse. Bien.
Donc ce petit sondage, c'était en guise d'introduction pour essayer d'un petit peu déjà cerner les problèmes que nous allons aborder au cours de l'exposé selon le plan suivant. Nous commencerons par définir ce que c'est la douleur chronique et quelle prévalence elle a dans la population, ce que ça représente en termes de nombre de gens qui en souffrent. Nous envisagerons ensuite les mécanismes impliqués dans ces douleurs chroniques. Ensuite, quelques principes de prise en charge et nous terminerons par quelques exemples précis. On ne saurait pas revoir toutes les pathologies qui sont prises en charge dans un centre de douleurs chroniques, mais nous donnerons quelques exemples. Et enfin, nous aurons le témoignage de monsieur Doppelstein qui pourra illustrer de façon tout à fait appropriée les propos que je vais tenir ce soir. Alors, on en a déjà eu un aperçu dans le petit sondage initial. La douleur chronique est quelque chose de très fréquent. Mais comment définit-on la douleur ? L'Association internationale pour l'étude de la douleur l'a définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel, donc pas nécessairement présent, ou décrite en ces termes. Donc c'est une définition très large qui souligne le fait que la douleur est aussi un phénomène éminemment subjectif. Quelqu'un qui, si je prends l'exemple d'un traumatisme simple, d'une personne à l'autre, la douleur ressentie va varier. Et c'est pas parce que quelqu'un a plus mal qu'un autre pour le même traumatisme qu'il ne faut pas tenir compte de cette intensité de la douleur ressentie. Et pour moi, c'est un des paramètres le plus importants dont il faut tenir compte quand on prend en charge un patient, c'est son vécu, c'est l'intensité de sa douleur ressentie. Et on parlera de ça dans quelques instants, dans plus de détails. Alors, une douleur chronique, c'est une douleur qui persiste au-delà du temps nécessaire à la cicatrisation, lorsqu'il y a une lésion, et puis qui, par conséquent, est dépourvue de la fonction d'alerte physiologique en rapport avec la nociception. Puisque, au départ, avoir mal, c'est une fonction de défense. C'est quelque chose qui nous avertit d'un danger et qui nous permet d'adapter notre comportement pour éviter ce danger. La douleur chronique devient tout à fait inappropriée. Elle est présente, mais n'a plus du tout cette fonction d'alerte. Et c'est pour ça qu'on la qualifie alors à ce moment-là de douleur maladie. Et comme je le disais tout à l'heure, la douleur est éminemment subjective dans ses dimensions sensorielles, affectives, cognitives. Et il existe une très grande variabilité interindividuelle de la perception de celle-ci. On estime qu'en Europe, 20% des adultes souffrent de douleurs chroniques. C'est énorme, une personne sur 5. C'est gigantesque. Et la preuve en est, c'est que nos consultations en algologie ne désemplissent pas. Les délais sont malheureusement souvent très longs pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Et à mon sens, il existe d'énormes efforts à faire au niveau des soins de santé pour améliorer cette situation-là, puisque c'est un réel problème de santé publique. Une personne sur 5 qui souffre de douleurs chroniques, ça mérite qu'on s'y intéresse. Les causes les plus fréquemment rapportées de douleurs chroniques sont des causes plutôt ostéo-articulaires. Les douleurs qui persistent après une intervention chirurgicale sont également très fréquentes. Les douleurs qui persistent après un accident de la voie publique ou autre sont également très fréquentes. Les causes, vous le voyez, peuvent être très variables et c'est ce qui rend
la consultation d'algologie parfois compliquée à mener parce qu'il y a finalement un diagnostic à poser, il y a une cause à rechercher, puisque le phénomène déclencheur ou le phénomène sous-jacent va déterminer en grande partie la façon de prendre en charge le problème. Comment arrive-t-on à une douleur chronique? Quels en sont les mécanismes? On pourrait décrire ça, c'est un petit peu exagéré comme formulation, mais comme une descente progressive aux enfers. Il y a parfois un phénomène traumatique, aigu, déclenchant la douleur. Douleur qui peut persister quelque temps, et dans certaines circonstances, cette douleur peut passer à chronicité. Les mécanismes qui conduisent à cette chronicité ne sont pas encore tous bien compris, mais commencent à être bien cernés et font l'objet de nombreuses recherches au niveau fondamental et clinique, et impliquent toute une série de modifications au niveau périphérique, au niveau du système nerveux périphérique et central, qui aboutissent à une modification du fonctionnement du système nerveux de telle sorte que les messages perçus au niveau conscient alors sont erronés. Et ce sont ces messages douloureux qui sont responsables de la douleur ressentie par le patient. Je prendrai comme exemple le cas d'une douleur post-opératoire qui deviendrait chronique. Vous voyez que sur ce schéma, toute une série de mécanismes peuvent se mettre en place pour chroniciser ces douleurs, tant au niveau du cerveau en lui-même qu'au niveau de la moelle épinière, mais aussi au niveau périphérique. Je ne rentrerai pas dans les détails de toutes les cascades biochimiques qui peuvent intervenir, mais se mettent en place toute une série de cercles vicieux qui aboutissent à un fonctionnement anormal du système nerveux responsable de ces sensations douloureuses persistantes. On parle souvent d'hypersensibilisation pour qualifier ces phénomènes, qui peut être périphérique et central, qui font intervenir des modifications plastiques au niveau du système nerveux central et qui peuvent faire intervenir aussi parfois des phénomènes de lésions nerveuses initiales qui cicatrisent d'une certaine manière, mais pas complètement, et participent à l'installation de ces douleurs chroniques. Connaissant ces mécanismes, la recherche actuelle essaye de trouver différents moyens pour prévenir ces phénomènes d'hypersensibilisation, mais on est loin à l'heure actuelle de pouvoir les empêcher efficacement et de pouvoir les bloquer tous, parce que ce sont des phénomènes très complexes. Cette douleur post-opératoire chronique représente environ 12% toute chirurgie confondue. C'est un pourcentage qui est également très important. Parmi celles-ci, 2% seulement, entre guillemets, correspondent à des douleurs sévères. Et les douleurs chroniques post-opératoires représentent 30% des consultations dans un centre de la douleur. Alors, on a défini un certain nombre de facteurs de risque de chronicisation de la douleur en post-opératoire. Et parmi ceux-ci, on peut citer les douleurs post-opératoires sévères. Plus elles sont sévères, plus le risque de passage à chronicité est important. C'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. C'est plus fréquent si les patients souffraient déjà de douleurs avant l'intervention et consommaient des antidouleurs puissants comme les morphiniques avant l'opération. C'est plus fréquent chez les personnes qui ont des problèmes de dépression et qui ont tendance à dramatiser certaines situations.
C'est plus fréquent lorsqu'une chimiothérapie et une radiothérapie sont associées à la chirurgie. Et il existe aussi, quoique il ne soit pas encore bien défini, un certain terrain génétique qui pourrait favoriser l'apparition de ces douleurs chroniques. Alors, une des tâches de l'anesthésiste réanimateur quand il vous prend en charge en salle d'opération, c'est de faire en sorte, par les protocoles anesthésiques qu'il utilise, d'essayer de prévenir l'apparition de ces douleurs. Et il utilise différents moyens pour optimiser, d'une part, l'analgésie post-opératoire immédiate, puisqu'on a vu que si la douleur est très importante en post-opératoire, le risque qu'elle se chronicise est plus important. Mais aussi, il a des stratégies de prise en charge multimodales par différents médicaments et différentes techniques, comme la mise en place d'une péridurale, l'utilisation d'un bloc périphérique, d'une anesthésie loco-régionale, de manière à pouvoir épargner l'utilisation des opioïdes, parce que s'ils sont des antidouleurs très puissants, les opioïdes ont aussi des effets secondaires, et en abuser n'est pas une bonne chose et peut être un facteur de chronisation des douleurs. Donc l'anesthésiste réanimateur fait attention à tout ça dans ces protocoles de prise en charge qui ont notamment pour but de réduire les besoins en opioïdes pour contrôler la douleur. Ce n'est pas pour ça qu'il faut bannir leur utilisation. Ces opioïdes sont des médicaments très utiles. Ils restent inévitables et leur utilisation en péropératoire est nécessaire pour la stabilité des paramètres du patient face à l'agression entre guillemets chirurgicale. Ils sont très efficaces et ont un délai d'action court. Mais il faut que leur usage soit réfléchi et il faut également prendre en charge leurs effets secondaires, l'un de ceux-ci étant la possibilité de favoriser l'apparition d'une douleur chronique. Et donc, pour éviter cela, on opte pour des prises en charge multimodales qui permettent de les utiliser, mais de façon modérée. Les phénomènes d'hypersensibilisation sont, je vous l'ai dit, périphériques. Au niveau, lorsqu'il existe une lésion cutanée, toute une série de processus se mettent en place d'inflammation avec différents médiateurs comme les prostaglandines, les bradykinines, différentes libérations de neurotransmetteurs qui vous sont cités sur la diapositive. Et se déclenche toute une série de cercles vicieux qui peuvent entretenir le phénomène. Au niveau de la moelle épinière, il existe aussi des phénomènes de cercles vicieux au niveau de la connexion du premier neurone sensitif dans la corne postérieure de la moelle. Il y a, vous le voyez, toute une série de messagers là, qui peuvent de nouveau rentrer dans un cercle vicieux, dans un phénomène qu'on appelle de wind-up, qui amplifie de façon très importante les sensations douloureuses. Et au niveau central, au niveau cérébral, c'est encore plus complexe. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais tout ça pour vous illustrer les phénomènes d'hypersensibilisation qui peuvent survenir. Dans les mécanismes, d'autres facteurs influencent cette installation d'une douleur chronique et on va les passer gentiment en revue. Mais je voudrais d'abord vous poser une petite question. Selon vous, le stress diminue-t-il la perception douloureuse, augmente la perception douloureuse, ou a-t-il un effet variable sur la douleur en fonction des circonstances ? Pour tout le monde, il augmente la perception douloureuse. On n'a pas beaucoup de répondeurs encore. « 15%, je pense quand même qui peut avoir un effet variable. » Eh bien oui, c'était une question piège en fait, puisque le stress aigu diminue la perception douloureuse.
J'ai pris l'exemple de militaires qui se trouvent dans une situation de guerre et extrêmement stressante, et on peut avoir des blessures très sévères. Mais le stress fait en sorte que la douleur ressentie sur le moment même peut ne pas être très importante. Et une fois que le stress est retombé, cette douleur augmente de façon très importante, évidemment. Et donc il faut distinguer le stress aigu du stress chronique. Et celui-là, le stress chronique, il augmente la perception douloureuse. Et des recherches menées ont montré que les personnes qui souffrent de stress chronique ont dans leur cerveau des changements qui s'opèrent, avec une certaine régression dendritique dans une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est une région fort impliquée dans les phénomènes de mémoire, et au niveau du cortex préfrontal. Et ces modifications pourraient être à l'origine de l'effet du stress chronique sur l'accentuation de la sensation douloureuse. Encore une petite question. Selon vous, l'humeur maussade diminue-t-elle la perception douloureuse ou augmente-t-elle la perception douloureuse? Bien, je pense que tout le monde est d'accord ici. En effet, l'humeur maussade augmente la perception douloureuse et on voit ici une interaction à double sens qui va me permettre d'introduire un petit peu les cercles vicieux qui peuvent s'installer dans le cadre de la douleur chronique. En effet, l'humeur maussade augmente la perception douloureuse et de l'autre côté, la douleur chronique a des répercussions sur l'humeur et peut, à long terme, induire des sentiments dépressifs. Et vous voyez ici directement où se trouve le cercle vicieux. D'autre part, il y a eu des études en imagerie fonctionnelle cérébrale. L'imagerie fonctionnelle cérébrale, ça permet de regarder de façon non invasive le cerveau en fonctionnement. On peut y voir les zones qui s'activent, les zones qui ne s'activent plus en fonction de différentes épreuves qu'on peut faire au sujet qui est mis dans la résonance magnétique avec une séquence particulière qui permet justement de regarder ce cerveau en fonctionnement. Et il y a des chercheurs qui ont fait ça chez des volontaires et qui ont préalablement estimé la qualité de leur humeur, l'importance de leurs sentiments dépressifs. Et on peut voir que lorsqu'ils reçoivent une stimulation douloureuse, les gens qui ont une mauvaise humeur, des sentiments dépressifs, ont une zone plus importante du cortex cingulaire antérieur qui s'active que ceux qui sont de bonne humeur, on va dire. Donc ces phénomènes d'influence par des facteurs que l'on qualifierait de psychologiques sont quand même très bien objectivables avec les outils dont on dispose actuellement, et donc ça constitue une réalité que l'on peut voir sur le cerveau en fonctionnement. Il en va de même pour le catastrophisme, qui est cette tendance à dramatiser certaines situations, et ce catastrophisme augmente la perception douloureuse. En cas de catastrophisme, l'activation cérébrale suite à une stimulation douloureuse est différente dans des régions concernées par l'affect, par l'attention, par la réponse motrice à des événements extérieurs. Et on constate aussi que chez ces personnes-là, l'activation des zones de contrôle descendant de la douleur est moins importante. Il existe en effet à partir du cerveau des systèmes de rétrocontrôle qui régulent la transmission de l'influx douloureux au niveau de la moelle épinière. Et chez ces personnes-là, le rétrocontrôle inhibiteur descendant vers la moelle est moins important.
toutes les fonctions cognitives aussi peuvent influencer les perceptions douloureuses et notamment la capacité d'anticiper un événement. Si un sujet anticipe une douleur moins importante, il va la ressentir moins fort que s'il anticipe une douleur plus importante, alors que l'intensité du stimulus douloureux reste le même. Donc tout ça intervient aussi. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, ce qui veut dire que nos fonctions cognitives et notre cerveau nous permettent de contrôler un certain nombre de choses, même si c'est bien souvent pas très conscient, mais on peut travailler là-dessus. La distraction aussi diminue la perception douloureuse. Et ça a été objectivé de nouveau en imagerie fonctionnelle cérébrale avec une activation du cortex singulaire antérieur de nouveau suite à une stimulation douloureuse qui est moins importante chez les volontaires qui étaient distraits par un jeu sur réalité virtuelle, comme illustré sur la photo. Une autre illustration d'une possibilité d'autocontrôle. On peut apprendre à certaines personnes à activer cette région du cortex singulaire antérieur qui participe au contrôle descendant inhibiteur de la transmission douloureuse. Et chez ces personnes qui sont capables d'activer cette région par eux-mêmes, lorsqu'on leur applique un stimulus douloureux, ils le perçoivent moins fort que lorsque cette région cérébrale n'est pas activée. Le sommeil a également une grande importance, et là aussi il existe un certain cercle vicieux, une interaction à double sens avec la douleur chronique, puisque la douleur chronique modifie la qualité, la continuité du sommeil, son architecture, et conduit souvent à un mauvais sommeil et de la somnolence diurne. À l'inverse, la déprivation du sommeil, on sait que ça peut causer ou moduler de la douleur chronique, que ça peut induire un état hyperalgique et que ça peut avoir une certaine interférence avec les traitements antalgiques qui sont mis en place. Un autre élément d'influence aussi, c'est l'activité physique. De nouveau, il s'agit là d'une interaction à double sens et d'une possibilité de cercle vicieux. On sait que l'exercice physique améliore le moral, diminue l'intensité des douleurs, notamment par l'exercice physique libère des opioïdes endogènes, les fameuses endorphines. Et on sait aussi que les athlètes entraînés peuvent simplement, en anticipant l'exercice qu'ils vont faire, inhiber le traitement les régions qui traitent de façon centrale la perception douloureuse. Donc, en se préparant mentalement à l'exercice physique, il se prépare aussi à avoir moins mal. À l'inverse, on sait que la sédentarité aggrave la douleur et c'est un phénomène qui est fréquemment observé. Lorsqu'on souffre d'une douleur chronique, on bouge moins, on sort moins de chez soi, on est plus sédentaire, on reste immobile et donc on aggrave ses douleurs et ainsi de suite. De nouveau ici, un cercle vicieux. Autre facteur d'influence, un facteur que j'appellerais le facteur placebo ou nocebo. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la relation entre le médecin et le patient. Il faut, lorsqu'on communique avec le patient, être très vigilant par rapport à ce qu'on dit, parce qu'il peut y avoir des paroles extrêmement délétères. Je prends comme exemple un patient qu'on aurait devant soi à qui on dirait Monsieur, madame, je ne peux plus rien pour vous, vous êtes un cas désespéré. Madame, monsieur, votre douleur, vous n'avez pas mal, tout se passe dans votre tête. Et d'autant plus que je ne constate aucune lésion chez vous, donc probablement vous simulez. Ça, c'est évidemment un langage
absolument délétère et qui aura des effets non seulement néfastes sur la relation médecin-patient, et j'imagine que le patient ne sera pas très content après avoir entendu ça, mais ça aura des conséquences plus tard sur la gestion de ces douleurs et sur l'intensité de ces douleurs, parce que le patient aura l'impression d'être laissé seul avec son problème, de ne pas être compris, et ça aura inévitablement des effets sur la douleur ressentie. Alors je vous ai donné plusieurs exemples de cercles vicieux comme ça, et ils sont illustrés sur cette fleur dessinée initialement par Anne Berquin, qui est une algologue de l'UCL, et qui vous montre comment la douleur aiguë, mais surtout chronique, peut être influencée par tous ces facteurs et par tous ces cercles vicieux qui vont se mettre en place. Et une grande partie du boulot, quand on met en place une stratégie de prise en charge des patients douloureux chroniques, ça va être d'essayer de casser ces cercles vicieux. Et ce n'est pas toujours facile, parce que bien souvent, ça demande des changements très importants dans la vie des gens, et qui peuvent être très compliqués à mettre en place. Alors, ceci c'est très petit, mais je ne vous demande pas de le lire. On classifie dans notre tableau et dans notre prise en charge, on classifie toute une série de facteurs susceptibles de favoriser l'apparition et l'entretien d'une douleur chronique, et on les classe pour des moyens mnémotechniques en drapeaux, suivant leur catégorie. Et vous voyez que ces facteurs capables d'influencer l'évolution d'une douleur chronique sont très nombreux. Et une des tâches à réaliser dans une consultation, c'est d'essayer de les répertorier pour pouvoir les combattre efficacement. Ceci m'amène tout naturellement au grand principe de prise en charge d'une douleur chronique. Actuellement, dans les centres de la douleur qui existent, le modèle suivi est le modèle que l'on appelle le modèle biopsychosocial, qui implique différentes approches et qui garde pour principe la multimodalité. En effet, auparavant, la tendance était à une prise en charge souvent purement médicale, avec une consultation, recherche d'une cause qui doit toujours être faite, parce qu'il y a parfois, la douleur reste parfois un symptôme d'un problème pas plus sérieux, mais d'un problème sous-jacent qu'il est important de diagnostiquer pour l'éradiquer. Mais donc auparavant, je disais, la prise en charge était biomédicale avec un diagnostic, mise en place d'un traitement, et pris seul comme ça a une certaine efficacité, mais qui est souvent insuffisante. Il faut rajouter à cela des prises en charge de type plutôt psychologique, mais aussi des prises en charge de type social. Cela doit former un tout, et ce n'est pas facile à faire parce que tous ces éléments sont très individuels finalement, et ça nécessite des ressources très importantes. Mais dans les centres de la douleur, on essaye d'avoir justement des professionnels susceptibles d'avoir des compétences dans ces différents domaines de prise en charge, que ce soit des médecins, anesthésistes, réanimateurs, physiothérapeutes, rhumatologues, psychiatres, mais aussi des psychologues, mais aussi une assistante sociale, des infirmières, et j'en passe. Je le disais, la prise en charge sera multimodale, pourra, mais pas nécessairement toujours, faire intervenir des médicaments, pourra faire intervenir des séances d'apprentissage et de modification de comportement, pourra faire intervenir des programmes de réentraînement à l'effort physique, par exemple,
pourra faire intervenir des mesures d'autocontrôle de la douleur par des techniques d'hypnose, par exemple, par des techniques plus cognitives, des techniques de méditation, des techniques de respiration. Il y a différentes choses que l'on peut proposer aux patients et la difficulté réside dans le fait de trouver la technique qui correspond le mieux à un patient donné. Toutes les techniques ne conviennent pas à tout le monde et il faut pouvoir offrir aux patients la possibilité d'au moins avoir un aperçu de ce en quoi consiste la technique pour qu'ils puissent choisir adéquatement. On pourra faire intervenir de la psychothérapie. Il y a certaines techniques qui font intervenir la musique, voire le rire aussi. Donc le panel possible est également est très important. Alors la consultation en algologie, la première consultation, elle est souvent plus longue que les autres parce qu'il faut faire le bilan, il faut collecter tous les renseignements nécessaires et ça commence par l'anamnèse. On demandera au patient de précisément décrire sa douleur, sa localisation, son intensité, les facteurs qui l'aggravent, les facteurs qui l'apaisent, depuis quand elle est là. Son rythme sur la journée, est-ce qu'elle influence le sommeil ou pas? On lui demandera de décrire sa douleur, de quel type elle est, est-ce qu'il s'agit d'un lancement, de picotement, fourmillement, une sensation de brûlure. Tout ça est très important pour la suite de la prise en charge. On fera le bilan des explorations déjà réalisées, le bilan des traitements déjà mis en route, ceux qui ont été efficaces. Sont-ils toujours efficaces ou ont-ils été efficaces et ils ne le sont plus? Y a-t-il eu des effets secondaires, des intolérances à certains traitements? Et on essayera aussi de cerner le contexte psychosocial et de répertorier les éventuels facteurs de chronicisation de la douleur. On réalisera un examen clinique minutieux avec évaluation du système moteur, évaluation des réflexes et des différents tests d'évaluation somatosensorielle, de sensibilité au chaud, au froid, au toucher léger, etc. On aura aussi une attention particulière pour le système nerveux autonome, la température cutanée, sa coloration, la présence éventuelle d'une salivation importante, de sueur anormale, le diamètre pupillaire, etc. Ensuite, on essaiera avec le patient de définir ses attentes de manière à pouvoir y répondre, mais aussi pouvoir fixer avec lui ou elle des objectifs raisonnables. Il est délétère, je pense, de terminer une consultation en donnant de faux espoirs aux gens. Il est important de pouvoir leur donner une idée de l'objectif que l'on va atteindre en termes de réduction de l'intensité douloureuse, ça c'est le but premier évidemment, mais aussi en termes d'amélioration de la qualité de vie et des objectifs de vie du patient. Il est important de savoir quels sont ces objectifs. Est-ce que ces objectifs, ça peut être je voudrais retourner travailler, je ne sais plus travailler maintenant, mais mon objectif c'est je voudrais aller travailler, par exemple, mais ça peut être autre chose. Et puis on établira un plan concerté qui sera bien souvent pluridisciplinaire et multimodal. Alors les armes qui sont à notre disposition, il y a bien sûr les médicaments. Lorsqu'on prescrit des antidouleurs, il est important de les combiner pour avoir une efficacité plus importante en limitant les doses données, puisque chaque médicament se potentialise l'un l'autre, et donc en limitant aussi les effets secondaires qui peuvent survenir. On respectera les différents paliers de l'OMS, mais ça je vous passe les détails, et on gardera une méfiance importante vis-à-vis des opioïdes qui seront généralement efficaces au début du traitement, mais bien souvent, rapidement, on observera une certaine tolérance à leur effet et surtout la possibilité d'une dépendance aux opioïdes, ce qui est
une fois qu'elle est installée, très difficile à gérer puisque les patients ne peuvent plus se passer de ces médicaments-là, même s'ils ne sont plus efficaces pour traiter leur douleur. Ils ont tous les désavantages des opioïdes à ce moment-là, tous les effets secondaires, mais et pourtant ils ne savent plus s'en passer. Dans les classes de médicaments utilisables aussi, il y a les antiépileptiques, certains antidépresseurs et différents adjuvants possibles. Dans les armes, il y a aussi différents actes techniques possibles qui ont chacun des indications bien précises. Il peut s'agir d'infiltration, il peut s'agir d'implantation d'électrodes au niveau de la moelle épinière pour de la neuromodulation, il peut s'agir de certains blocs diagnostiques, de thermoablation. Le panel des possibilités est important, mais chaque technique a des indications bien précises et une infiltration n'est pas l'autre. L'indication doit être bien posée pour qu'elle ait des chances d'être efficace. Il y a à côté de cela toutes les approches non médicamenteuses dont je vous parlais il y a un instant, qu'elles soient en médecine physique, kinésithérapie, réentraînement à l'effort physique ou autre. Il y a les techniques d'hypnose, voire d'auto-hypnose, voire d'hypnose en utilisant la réalité virtuelle. Ce sont des techniques qui sont possibles également aussi. Il y a la méditation, il y a les approches cognitivo-comportementales qui font intervenir des apprentissages plutôt cognitifs d'autocontrôle de la douleur. Il y a les exercices physiques, les massages, la kiné et autres. Ensuite, une fois que le plan est établi, il est important qu'il y ait un suivi régulier pour vérifier l'évolution des choses et éventuellement pouvoir ajuster le tir si les choses ne vont pas bien. Et lorsque, dans certaines circonstances, on se trouve un peu coincé, que le patient n'évolue plus dans la bonne direction, on peut être amené à mettre sur pied une consultation pluridisciplinaire qui implique que le patient consulte toute une série de spécialistes, l'un à la suite de l'autre. Ceux-ci se réunissent en fin de journée pour mettre en commun leur avis et décider d'une stratégie commune qui est ensuite proposée aux patients de manière à pouvoir de nouveau avancer. J'arrive tout doucement au bout de mon exposé et je terminerai par quelques exemples qui sont relativement courants de douleurs chroniques. Je prendrai tout d'abord l'exemple de l'algodystrophie. Son autre nom est le syndrome douloureux régional complexe. Il survient le plus souvent après un traumatisme, parfois mineur. Il peut s'agir d'une entorse, il peut s'agir d'une chirurgie, mais pas toujours. Parfois, ça survient spontanément sans qu'il y ait de traumatisme initial. Dans les suites de ce traumatisme apparaissent des manifestations autonomes locales, c'est-à-dire que le pied, je dis le pied ici parce que c'est illustré sur la photo, mais à certains moments de la journée, le pied est rouge, chaud, il présente des sudations, il change de couleur, il devient même parfois tout bleu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase chaude de la maladie, qui évolue spontanément, progressivement ensuite vers une phase froide, car c'est une maladie qui guérit toute seule, mais qui peut s'accompagner de douleurs résiduelles à long terme, et notamment ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques qui ont des caractéristiques bien particulières. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle couramment la fibromyalgie. La fibromyalgie est un terme qui me paraît tout à fait mal adapté parce qu'il ne veut rien dire. Fibromyalgie, mal aux fibres et aux muscles, enfin, c'est pas très clair comme signification. Mais ce syndrome, caractérisé par des douleurs multiples et localisées à de nombreux endroits du corps, entre dans le cadre d'un ensemble de pathologies regroupées sous le terme de syndrome d'hypersensibilisation centrale et qui résulte des phénomènes d'hypersensibilisation dont je vous parlais au début de l'exposé. Alors rentre dans ce cadre différentes manifestations cliniques,
notamment le syndrome du côlon irritable, le syndrome de fatigue chronique, certaines céphalées de tension, certaines douleurs thoraciques non cardiaques, et j'en passe. Dans le cadre de ce syndrome d'hypersensibilisation centrale, la prise en charge multimodale est, selon moi, absolument indispensable. Et un élément important de la prise en charge est la remise en condition physique. Mais ce n'est pas la seule, et toute une série d'autres choses peuvent également être faites. Et enfin, mon dernier exemple, ce sera celui du Failed Back Surgery Syndrome, qui lui aussi porte très mal son nom, parce qu'il sous-entend que la chirurgie a raté, ce qui n'est pas le cas, mais dans un certain nombre chez un certain nombre de patients, suite à une chirurgie lombaire, il peut persister de douleurs à long terme, qui sont localisées au niveau du bas du dos, mais qui peuvent aussi descendre dans le membre inférieur. Et de nouveau, il s'agit là de douleurs qui ont des caractéristiques bien souvent neuropathiques. Alors, on préconise dans ce cas-là une prise en charge initiale multimodale, conservatrice. Peuvent intervenir des médicaments, de la kiné, des infiltrations. Mais dans un certain nombre de cas, on ne parvient pas à soulager suffisamment les patients, et il est alors possible de mettre en place une électrode médulaire, comme ça vous est montré sur la photo, c'est le petit patch que l'on voit là au-dessus, qui vient au contact de la face postérieure de la moelle épinière, et à l'aide d'un stimulateur qui a la taille d'un pacemaker qui est implanté dans la fesse, il envoie des petits courants électriques qui stimulent la moelle, et qui, mais ce sont des courants de très faible intensité, bien entendu, et qui peuvent contribuer à soulager les douleurs. Mais de nouveau, aller d'emblée vers un neurostimulateur en cas de douleur résiduelle après une chirurgie lombaire, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Il faut combiner à ça d'autres mesures pour avoir des résultats optimaux pour le patient. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à M. de Bolstein qui va nous apporter son témoignage. Dans l'exposé du professeur Vincent Bonhomme, je viens déjà de trouver toute une série d'explications de ce que j'ai vécu. Je vais d'abord commencer à me présenter, donc Léon de Bolstein. Je suis souffrant de douleurs articulaires depuis 1989. Le médecin généraliste m'avait à l'époque diagnostiqué une arthrose pour laquelle je ne savais pas faire grand-chose. Il fallait vivre avec. Et ce qui m'a très étonné pendant des années, mais il s'est avéré que j'ai changé finalement de médecin généraliste. Pourtant, j'avais beaucoup de confiance, et la confiance est la chose la plus importante dans tout le traitement médical, dans les deux sens d'ailleurs. Et j'ai changé de médecin, et très vite, il était un peu plus jeune, suivi probablement aussi d'autres études, et qui m'a dit après 4 mois, vous avez une polyarthrite. Suite à ça, je me suis rendu à un rhumatologue qui m'a fait rentrer sur 3 semaines de temps en 2004 aux soins hospitaliers. Il m'a fait comprendre qu'il ne savait pas me soigner d'une façon ambulante au départ et que la visite à l'hôpital était nécessaire. Alors voilà, je me trouve en 2004 avec un diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde et je ne savais pas ce que c'était. J'avais une connaissance qui était cardiaque et qui est rentrée dans un groupe de patients de malades cardiaques,
et qui, après 2 ans, a commencé à faire un développement exceptionnel, une amélioration, à faire de la promenade au début de quelques centaines de mètres. Et après quelques années, il a fait ses 15 à 25 kilomètres une fois par semaine avec son épouse, qui a certainement appuyé cette démarche. Et il s'est avéré après 20 ans que le médecin, lors d'un contrôle, lui a confirmé que son muscle du cœur était complètement guéri. Mais pour résultat exceptionnel, il faut évidemment effort exceptionnel, chose que vous avez déjà certainement tous remarqué. Alors, j'ai cherché après une association d'arthrite, de polyarthrite, et j'ai trouvé, et je suis devenu membre en 2005, encore en 2004 de cette association. J'ai fait la première visite, et déjà la première visite, il y avait beaucoup de questions que je me posais, pour lesquelles je ne pensais pas de pouvoir trouver des réponses aussi vite, qui ont été supprimées de ma tête, pour le dire ainsi, parce que tout était devenu déjà beaucoup plus clair. À l'hôpital universitaire, j'étais avec des autres patients en chambre, dont plusieurs m'avaient dit: tu vas voir, ton diagnostic, c'est une polyarthrite rhumatoïde. Bon, comme je fais quand même toujours plus confiance aux professionnels, j'ai quand même attendu le diagnostic qui a été annoncé par le professeur 2 mois plus tard, après des biopsies, et qui a confirmé donc la polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, il y a d'autres arthrites qui font partie, je vais dire, du même groupe de problèmes, comme la spondylarthrite ou l'arthrite juvénile, l'arthrite psoriasique. Ça va tout un peu dans le même sens. Alors, en 2005, j'ai rejoint le comité administratif de cette association de patients pour patients arthritiques. Et je me suis mis en mouvement à la recherche de savoir plus sur la maladie, parce que quand on connaît plus, quand on sait plus, on sait mieux en tenir compte et on se fait moins mal sans le savoir. En 2008, j'ai créé le premier groupe de patients que nous appelons chez Arthrite les groupes entre nous, où on parle la langue allemande, donc la première en Belgique. Ça existe évidemment depuis longtemps de l'autre côté de la frontière, mais ce n'est pas la même chose. Les lois en Belgique et en Allemagne ne sont pas les mêmes, sans dire que c'est une matière qui est excessivement compliquée. C'est beaucoup plus simple d'essayer de comprendre son corps. Alors, je suis devenu membre de la coupole, donc de plusieurs associations de patients, comme l'association Arthrite justement, l'association Lupus et l'association de sclérodermie, qui forment ensemble CLAIR, qui veut dire clair les affections, contre les affections inflammatoires rhumatismales. En 2019, j'ai rejoint le CA de CLAIR, qui regroupe donc ces 6 pathologies. Et depuis 2008, j'ai travaillé beaucoup avec des groupes de travail autour de maladies ou d'autres sujets qui concernent les maladies chroniques. Et j'ai suivi des formations à la LUS. La LUS, c'est la Ligue des usagers des soins de santé, si vous voulez,
c'est encore une plus grande coupole qui regroupe toutes les associations de patients de la Belgique francophone, donc Wallonie et Bruxelles. J'ai suivi des formations afin de pouvoir mieux encore prendre part à la discussion et aux échanges entre patients et le monde médical. Je suis devenu par ce moyen patient formateur en 2018, donc formé par la LUS. Je vais peut-être encore revenir par après sur ce point. Le rôle des associations, parce que c'est quand même le premier pas, c'est de savoir où je vais m'adresser, et je crois que la meilleure des façons pour le patient, je ne dis pas toujours pour avoir des conseils médicaux, parce que pour ça, c'est le monde médical qui est là pour ça. Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des patients qui ont une certaine expérience, qui ont entendu beaucoup de cas, beaucoup d'histoires de patients de famille, et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, et on s'en rend compte de plus en plus ce dernier temps et les dernières années. Le rôle de l'association des patients ou une association de proches, par exemple, d'un enfant, des enfants qui sont malades, c'est d'accompagner ces patients, d'entendre ce qui est leur problème primordial, les problèmes de leur famille, et identifier les problèmes dans leur vie avec leur maladie. Alors, un deuxième but, c'est de sensibiliser les patients et leur entourage à améliorer l'amélioration de leur quotidien et la compréhension de leur vécu. Ensuite, informer aussi les patients et leurs familles sur leur pathologie et tous les moyens mis à leur disposition pour maintenir leur autonomie, qui est très important. Les groupes locaux appelés entre nous font un travail très important pour obtenir les résultats par ces groupes d'échange, et je n'oublierai pas de les remercier. On ne saurait pas assez les remercier pour le travail qu'ils font. Tout ça se fait évidemment bénévolement. La qualité d'un groupe entre nous, un groupe de parole, dépend toujours de la participation des membres. Plus que les membres participent, mieux qu'ils sont informés, plus il y a de l'échange et la qualité augmente. Donc, le maître mot, c'est participer. Il est tout à fait normal que tout ce qui est dit dans les groupes reste dans les groupes. On ne parle pas du vécu de l'un ou l'autre vers l'extérieur. Alors, l'association des patients m'a été très utile. Dès le départ, lors de l'annonce du diagnostic en 2004, comme je viens de vous expliquer, donc je me suis rendu la première fois, et déjà là, j'ai eu un ballon d'oxygène pour mes problèmes. J'en revenais pas, parce que mes problèmes, ils étaient nombreux. Cela m'a permis de comprendre que le diagnostic allait changer pour moi beaucoup de choses. Mon travail, ma famille, etc. De comprendre toutes les règles mises en place pour bénéficier de différents soutiens officiels, mais aussi l'espoir des nouveaux médicaments venant prouver leur efficacité, à savoir depuis 2002 les biothérapies qui sont
qui ont été presque un miracle pour les patients souffrant d'arthrite depuis 30 années, parce que rien n'a été jamais aussi efficace. Bien sûr, il y a les effets secondaires, comme avec tous les médicaments, mais je crois entre accepter des effets secondaires, et nous les connaissons tous par les papiers qui accompagnent nos médicaments, et souffrir de douleur, je crois qu'on a vite choisi. L'association des patients permet aussi de comprendre toutes ces nouveautés, et permet aussi de recevoir des gens qui viennent parler dans le groupe comme spécialistes, ou dans le groupe, une fois par an, tous les groupes se réunissent à une journée scientifique. On peut inviter des gens qui sont à la hauteur des traitements médicaux, et on peut de cette façon rester à la hauteur et apprendre beaucoup de choses qui peuvent servir aux patients. Ceci n'est pas possible dans des petits groupes, parce que c'est pas facile de déboucher un professeur. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le temps d'être disponibles, même s'ils voudraient. Donc, c'est vraiment une occasion où moi, c'est des journées annuelles auxquelles j'ai toujours insisté, où j'ai beaucoup appris et qui m'ont beaucoup apporté. Alors, il y a aussi des informations apportées régulièrement par les brochures mensuelles. Celui qui est membre, donc, reçoit régulièrement. Le nombre a été un peu diminué parce que nos effectifs ne sont pas toujours ce qu'on en aimerait bien non plus, mais malgré tout, ils sont toujours aussi pertinents sur tous les sujets qui peuvent concerner les patients arthritiques. Il y a aussi des brochures spécifiques qui sont régulièrement mises à jour et vérifiées par un comité scientifique pour être remis aux patients, et qui apportent toute une série d'informations dans tous les domaines. Alors, le patient formateur dont j'ai parlé tantôt un mot est un patient qui intervient dans les hautes études universitaires, des futurs acteurs sur le terrain médical. Par exemple, des infirmières, pharmaciens, médecins généralistes, etc., pour leur apporter un pilier supplémentaire qui est le vécu du patient. Et ceci complète par ce moyen la connaissance de la maladie du soignant. Le patient formateur est un expert, comme je l'ai dit tantôt, un expert dans le vécu du patient et non de la médecine. Ne demandez jamais à un expert de poser un diagnostic. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, il est multiple. Il apporte beaucoup, mais ça ne remplace pas, évidemment, la médecine. Alors la LUS, la Ligue des usagers des soins de santé, étant la coupole de toutes les associations et de proches, s'occupe de former les patients dans tous les domaines qui leur sont utiles en tant que patients, ainsi que toutes les relations entre les politiques et les associations ou coupoles d'associations. Alors enfin, et je pense que c'est la chose la plus importante, certainement après l'exposé de professeur Bonhomme, c'est mon vécu de la maladie. J'expliquerai surtout
la diminution de la perception de cette douleur, c'est tout un chemin. C'est pas évident. C'est pas l'entourage qui va vous l'apporter. Mais le soutien de l'entourage est évidemment très important. Moi, j'ai fait un parcours donc de 89 à 2004 avec des douleurs qui sont devenues chroniques et qui étaient devenues insupportables. Et surtout, sans espoir avant de rentrer à l'hôpital universitaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, vous allez me dire? Ben, je pense un peu ce que vous faites tous. Par obligation, j'ai changé de vie. C'était pas simple. Perte du travail. Demande de divorce de mon épouse, concordat, parce que je croyais 3 mois après, j'allais pouvoir attaquer, tellement que ça allait mieux. Mais non, déclaration de faillite avec la perte de ma maison que j'ai construite moi-même en 1990 et agrandie pour accueillir ma belle-mère en 1997 après le décès de mon beau-père. Séparation aussi d'une fille qui s'est très mal passée, pas à cause de la fille, mais à cause des circonstances, qui avait 15 ans à l'époque, et tout ce qui va avec. Alors d'abord, oui, j'ai déprimé. J'ai changé le regard sur cette douleur en me diversifiant, en m'occupant autrement, en faisant le chauffeur de taxi pour des personnes âgées qui venaient se rencontrer 1 fois par mois dans mon village. 1 fois par mois, j'ai commencé comme ça, le mardi après-midi. Et puis j'ai étendu, j'ai fait d'autres affaires, j'ai essayé beaucoup. Tout ne marche évidemment pas. Il y a aussi des choses où j'ai appris, tu aurais mieux fait de le laisser. Mais enfin, c'est ça la vie, j'ai appris. Parce que faire une erreur, c'est pas grave. Mais si on fait 3 fois la même erreur, ça devient un problème. Alors, j'ai commencé à me promener dès que je pouvais. Et souvent, ça se limitait à 50, 100 mètres le premier 2 mois. Et puis après 200 mètres. Et puis 500 mètres. Puis 1 kilomètre. Puis 3, 4. Toujours en suivant ma condition du jour. Et un jour, je faisais 50 mètres. Ça n'allait pas, je retournais. Et puis bizarrement, à un moment donné, quand je faisais 500 mètres, j'ai remarqué que après 500 mètres, les douleurs diminuaient parce que j'étais occupé dans ma tête avec autre chose que mes douleurs. Et ça a été un déclic incroyable. De là, je suis parti à faire du vélo, que je ne savais plus faire depuis belle lurette. J'ai commencé avec un vélo d'occasion, donc il ne faut pas les gros moyens. Et je suis arrivé sur 3 ans de temps de pouvoir faire 15 km en une fois. Après un beau cadeau à mon anniversaire des 60 ans de ma famille, j'ai acheté un vélo à assistance électrique avec beaucoup plus de moyens. Je pourrais vous en raconter toute une journée. Celui que ça intéresse, ne vous gênez pas, je suis là pour ça. Et l'année passée, je vais vous dire, j'ai atteint les 148 kilomètres sur un jour. Avec des pauses, 1 heure pour manger, parce qu'il faut quand même
manger. Et puis, je suis quand même aussi un patient diabétique type 2 depuis 40 ans. Et 3/4 d'heure d'arrêt pour recharger ma batterie parce que, à force de l'utiliser, elle se vide. Et ce que j'ai fait, parfois, j'ai dû diminuer. J'étais à 40 km, je voulais en faire 45. Et finalement, après 30, je suis retourné. J'ai abandonné. Mais il ne faut jamais abandonner le tout. J'ai recommencé 2 jours plus tard. Aussi, oui, j'ai fait 30 efforts et je l'ai payé pendant 2 semaines. Eh bien, j'ai arrêté. Et une fois que je sentais que ça allait mieux, eh bien, j'ai redémarré. Quand on redémarre, on ne démarre pas là où on a arrêté. On redémarre toujours un peu plus bas. Donc, je recommence avec 20, puis 2 jours après 40 ou 30, comme le corps me l'annonce, me le dit, me le permet. Je crois que c'est la chose la plus importante, c'est écouter toujours son corps. Quand je fais du vélo, je suis distrait. Je ne pense plus à mes douleurs. Je pense au beau village, au beau trajet de Ravel que j'ai tout près de chez moi. Je pense à tout, mais pas mes douleurs. Et mes douleurs n'ont jamais augmenté à force d'aller plus loin. Maintenant, je sais bien, ce n'est pas l'affaire de tout le monde, ce n'est pas possible. Mais croyez-moi, j'ai entendu des témoignages de nombreux malades qui souffrent d'une polyarthrite rhumatoïde, qui sont venus, comme moi aujourd'hui, témoigner dans les petits groupes ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai été toujours à l'écoute de ceux qui allaient plus mal que moi et de voir comment ils ont réussi. Alors je me suis dit, si eux, dans cette situation, sont arrivés jusque-là, il n'y a pas de raison que toi, tu n'avances pas. Et ma vie a changé. Et je vais même vous dire, parfois j'ai un peu de trop, je fais un peu de trop, mais vaut mieux faire un peu de trop que rien du tout. Et ma vie a autant de sens aujourd'hui qu'avant d'avoir le diagnostic. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je suis là pour les questions que vous aurez éventuellement. Monsieur Doppelstein, merci. Merci, professeur Bonhomme, pour cette très belle conférence. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons laisser la parole à notre public. Nous avons eu quelques questions aussi via nos réseaux sociaux, Facebook, et nous aurons l'occasion aussi de vous les poser. Nous avons un petit quart d'heure à vous consacrer pour les questions. Je vous rappelle une chose, c'est qu'il n'est pas question de faire ici une consultation, donc soyez d'une façon globale dans vos questions. Je vous remercie. On va passer près de vous. Je vais venir, monsieur. Merci pour l'exposé. Je voudrais simplement demander, est-ce que l'acupuncture fait partie des soins qu'on peut prodiguer pour des douleurs? Parce que je n'ai pas vu dans l'exposé les acupunctures. Oui, vous avez effectivement raison, je n'ai pas mentionné dans les différentes possibilités. Et il y a un certain nombre d'autres choses que je n'ai pas mentionnées, mais effectivement, ça peut faire partie des prises en charge, soit dans les centres de la douleur, soit chez d'autres praticiens qui... C'est multidisciplinaire, comme vous dites. Hein. Oui, multidisciplinaire et multimodal. Mais donc l'acupuncture ne marche pas dans toutes les circonstances. Personnellement, je ne suis pas acupuncteur, donc je ne suis pas capable non plus de poser les indications et les types
de prise en charge en acupuncture qu'il faut faire, mais ça m'arrive régulièrement d'avoir des patients qui complémentent leur prise en charge par de l'acupuncture, effectivement. Merci. On a répondu à votre question. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui veut se lancer à l'eau pour poser une question, soit à M. Doppelstein ou au professeur Bonhomme? Ou alors je peux peut-être vous lire une question que voilà, nous avons reçue ici sur Facebook. Quelqu'un dans notre public demande, voilà, je souffre de tendinite multiple chronique sans maladie inflammatoire depuis 2013, suite à une thyroïdectomie totale en septembre 2021. Les douleurs ressenties à l'effort ou exercice disparaissent si je vais au soleil et à une température minimale au-dessus de 24 à 25 degrés. Certains médecins m'ont précisé que cela était déjà constaté par le corps médical sans que l'on sache pourquoi. Dites-moi, avez-vous peut-être une réponse? Je n'ai pas de réponse sûre à 100% concernant cette patiente parce que je ne la connais pas, je ne connais pas tous les détails de ses problèmes de santé. Ce que j'aurais tendance à répondre, c'est d'une part les hormones thyroïdiennes interviennent dans le trophisme tissulaire, donc dans la santé des tissus, et que sa pathologie thyroïdienne peut avoir une influence certainement sur, je dirais de façon simple, sur la solidité de ces tendons. D'autre part, le climat et la température, c'est bien connu, ont une influence sur le système ostéo-articulaire, et ce n'est pas très étonnant qu'elle se sente mieux à la chaleur plutôt qu'au froid et dans l'humidité. Et je me rappelle d'une patiente que je suivais au centre de la douleur qui avait ce genre de douleur. On avait pu améliorer d'une certaine manière les choses par une prise en charge multimodale de nouveau. Mais ce qui lui a fait le plus de bien, c'est de déménager dans le sud, finalement. Je crois qu'on a ici une réponse. On va tous déménager. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Une question parmi vous? Vous pouvez, n'hésitez pas. Hein. Madame, allez-y. Merci beaucoup. C'est une question que j'aurais souhaité poser à monsieur. Y a-t-il de grands progrès dans les traitements de la polyarthrite rhumatoïde? Absolument. C'est ce que j'ai dit tantôt. Depuis 2002, il y a donc l'apparition des biothérapies. Donc c'est des médicaments qui sont développés à partir de cellules vivantes qui ont complètement changé le traitement de la douleur pour la polyarthrite rhumatoïde. Il en existe, je crois qu'entre-temps, une trentaine. Au départ, quand moi j'ai eu mon cas, donc quand j'ai été diagnostiqué, il existait un médicament appelé Remicade, il existait Enbrel. Et moi j'ai commencé avec l'Enbrel parce que l'Enbrel avait la facilité de pouvoir être mise à domicile une fois par semaine. Pour le Remicade, on devrait rentrer à l'hôpital, ce qui a été changé par après aussi. Le Remicade, on peut aussi aujourd'hui l'avoir donc par des piqûres sous-cutanées que vous faites mettre par le médecin ou que vous mettez vous-même. Moi, j'ai laissé faire 2 fois, puis quand j'ai vu que c'était pas plus compliqué que ça, je l'ai mis moi-même, c'est encore plus facile. Mais il faut prendre une série de soins. Alors, moi, je vais quand même vous dire, en résumé, 3/4 des douleurs, 2/3 à 3/4 des douleurs, pour moi, ont disparu sur 6 semaines de temps. Alors, le cortisone, il ne faut quand même pas le négliger. Le cortisone fait partie des traitements de la plupart des malades polyarthrite rhumatoïde, mais ne vous inquiétez pas. Si le rhumatologue aujourd'hui vous indique de prendre la cortisone, c'est qu'il a ses bienfaits.
mais évidemment plus à des doses aussi importantes qu'on l'a connues il y a 30-40 ici. Même l'utilisation du cortisone en général a complètement changé. Moi, je me souviens, comme enfant asthmatique, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé avec un demi-milligramme de cortisone par jour. Et quand ça n'allait plus, on augmentait la dose, et à 10 ans, je prenais 8 milligrammes de cortisone. Alors, j'en ai déjà pris quelques kilos, vous allez me dire, oui. À 10 ans, j'ai changé de spécialiste avec un nouveau traitement, et j'ai eu des piqûres de désensibilisation, et à l'âge de 24 ans, donc je me suis libéré à 95% de l'asthme. Aujourd'hui, quand on utilise le cortisone, on regarde d'abord si la personne, le patient, l'accepte, son corps l'accepte, s'il n'y a pas de contre-indication. Si ça marche, on augmente tout de suite la quantité. Et alors, très vite, après que les résultats sont là, on diminue. Et il faut faire attention, une fois qu'on est très bas, de ne pas couper. Parce que ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'alors, les poussées de douleur vont réapparaître peu de temps après, et parfois même plus fort. Donc ça, il faut pas les couper. Je peux vous dire que moi, je suis à 2 milligrammes pour le moment. J'ai été à 64 quand je suis sorti de l'hôpital en 2004. Et j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais j'ai chaque fois rechuté, mais pas très fort, mais j'ai dû recommencer à 8 milligrammes. Alors plutôt que de chaque fois arrêter, etc., on avait décidé de rester avec mon rhumatologue, depuis 3 ans, de garder mes 2 milligrammes. Et puis dernièrement, à l'avant-dernière visite, il m'avait dit, est-ce qu'on n'essayerait pas quand même de diminuer encore pour venir peut-être à 0? Et je l'ai fait. J'ai diminué de 2 à 0 sur 3 mois de temps, et 6 semaines après, j'avais quand même des rechutes. C'était pas terrible, je le sentais tout de suite, donc on a réagi, c'est rien de grave. Mais il y a aussi des études aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que les biothérapies sont quand même très coûteuses. Et notre instance INAMI n'a pas de l'argent sans fin. Donc on essaie quand même de aider les gens avec des thérapies meilleur marché. Et il y a une étude qui a duré quelques années et qui a été clôturée au mois de mai avec de la cortisone et du lédertrexate en petite quantité, avec des nouveaux diagnostiqués, et plus de 90% des nouveaux diagnostiqués ont été stabilisés en 1 an. Donc, je crois qu'on n'a pas fini de parler de cortisone en polyarthrite. Mais il y a encore le lédertrexate aussi. Pour mieux me retrouver là-dedans, moi, j'avais classé la gravité de la maladie dans le groupe entre nous où j'étais. Et suivant l'importance de la douleur, l'importance de la gravité de la maladie, eh bien, il y a des catégories de médicaments que le rhumatologue doit administrer. Il doit essayer 3 médicaments avant de pouvoir passer aux biothérapies. Maintenant, les biothérapies nouvelles, on est à la 3e génération. Il y a eu les biothérapies, comme je viens de citer, les anti-TNF, qui ont été protégés, comme tous les nouveaux médicaments, pour que la firme pharmaceutique s'est quand même récupéré quelque part les frais de la recherche. Après cette durée, je pense que c'est de plus ou moins 10 ans, on a eu les copies. Donc tous les autres peuvent le reproduire sur le marché. Donc ils ont déjà baissé de prix. Et la 3e génération,
Là, c'est la toute nouvelle. Ils sont donnés en pilule. Et là, c'est évidemment beaucoup plus simple, beaucoup moins cher à fabriquer et beaucoup moins cher pour l'État en général et l'INAMI. Merci, M. Doppelstein. Okay. Voilà, je vous rappelle que nous n'avons qu'un quart d'heure, donc il faut essayer d'être, s'il vous plaît, un petit peu plus court. Okay. C'est très intéressant, hein, bien entendu, mais voilà, pour faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et puis nous avons encore une question ici que nous avons reçue sur Facebook. Les médecines alternatives, exemple shiatsu, peuvent-elles valablement apporter une amélioration dans l'évolution de la maladie? Professeur Bonhomme, s'il vous plaît. Merci. Une question qui est un peu en relation avec la question de monsieur. Je dirais que tout est bon à prendre, c'est-à-dire que chaque patient individuellement, et M. Doppelstein en est un bon exemple, doit trouver les mesures qui lui offrent le meilleur confort de vie. Et ça peut passer par des médecines douces. Et l'important, c'est que ça reste multimodal et que ça implique une démarche aussi de la part du patient, comme vous avez fait. Vous êtes un magnifique exemple d'auto-prise en charge aussi et vous avez mis en place ce qu'il fallait pour changer votre façon de vivre, pour tenir bon, pour écouter votre corps en fonction de l'exercice physique que vous faisiez. Donc, à ce titre-là, vous êtes exemplaire. Ben, merci à vous, merci professeur Bonhomme, merci monsieur Doppelstein pour cette très belle conférence. Merci de vous être déplacé. J'espère qu'on se reverra bientôt. Jeudi Santé, c'est le mois prochain avec une nouvelle thématique. Soyez prudents sur la route. N'oubliez pas de garder vos distances, vos masques, etc. etc. Et puis, n'oubliez pas qu'à partir de demain, sur les réseaux sociaux, vous pourrez nous suivre. Regardez sur YouTube parce que la conférence sera retransmise pour vous ou pour tous ceux qui n'ont pas pu la voir. Donc, si vous avez des amis qui ne l'ont pas vu et qui sont intéressés, vous pouvez leur en parler. Merci à vous et bonne soirée à tous.